Il s'agit de présenter sommairement les différentes mises en évidence des muscles du pied, notamment les muscles extrinsèques du pied. On va commencer par le muscle tibial postérieur. Ok, le muscle tibial postérieur. On va essayer d'envisager l'ensemble des repères et manipulations pouvant permettre de mettre en évidence ce muscle. Ok. Systématiquement, pour mettre en évidence un muscle, le mettre en tension, on va se référer à sa fonction. Et donc le muscle tibial postérieur étant supinateur, adducteur et fléchisseur plantaire, on va utiliser l'une de ses fonctions, à savoir l'adduction. Au préalable de toute tentative de contraction contre-résistée, il faut montrer le mouvement à son cobaye ou patient pour être certain qu'il le réalise parfaitement. Donc pour le muscle tibial postérieur, on va systématiquement partir d'une position de référence talocrurale à peu près à 90 degrés. Et on va montrer à son cobaye, tout simplement, de réaliser un mouvement d'adduction. Okay, l'adduction, c'est ça. Okay, donc on montre à son cobaye, d'une part, au départ, on lui demande de le réaliser, allez-y, apparemment elle sait le faire, c'est bien. Et ensuite, on va résister à ce mouvement. Et vous allez répéter ce mouvement-là. Voilà. Et là, on va pouvoir déjà cerner ce qu'engendre la mise en tension, la contraction contre-résistance, avec quelques petits points assez visuels qui sont d'une part en rétromalléolaire, okay. Ensuite on le perçoit à ce niveau-là, se dirigeant forcément vers son insertion au niveau de l'os naviculaire. Et on peut, là on parle de mise en évidence, mais quand on parlera diagnostic des tendinopathies, on aura différents points gadgets, à savoir soit sur l'os naviculaire, soit en rétromalléolaire et parfois même sur l'ensemble du trajet. Okay, donc son trajet, et on le sent sous le doigt, sous son doigt, on est capable de sentir normalement de l'os naviculaire en sous-malléolaire, puis ensuite en rétromalléolaire. Okay, vous pouvez relâcher. Parfois, on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir un pied avec des muscles et des tendons saillants et retrouver l'os naviculaire par l'intermédiaire du muscle tibial postérieur n'est pas toujours aisé et l'inverse également. Donc dans ces cas-là, il y a un repère qui est assez intéressant, un repère osseux, c'est de suivre le bord antérieur de la malléole tibiale, le bord antérieur et de le projeter, et on va systématiquement passer par l'os naviculaire, okay, sur tout type de pied, sauf traumatisme ou autre variation anatomique, etc. On va effectivement systématiquement tomber sur en suivant le bord antérieur, un petit peu oblique en avant, comme ceci, on va systématiquement tomber sur l'os naviculaire. Okay, on va parler maintenant du muscle tibial antérieur, okay. Et de la même façon, on va se référer à ses fonctions. C'est un adducteur, supinateur et fléchisseur dorsal. Et là, on va utiliser un petit peu arbitrairement deux de ces fonctions, mais de façon un petit peu différente. On va demander d'abord la flexion dorsale. Voilà. Et on montre effectivement ce mouvement-là. Voilà. Et on demande à son patient de le réaliser systématiquement. Et on voit aisément, justement, qu'il se contracte et qu'il est mis en tension à ce niveau-là. Okay, le problème de cette simple mise en flexion dorsale, allez-y recommencer, c'est qu'on perçoit également d'autres tendons avec dans l'ordre juste à côté le long extenseur de la luxe, le long extenseur des orteils, etc. Il y a une manipulation pour complètement l'isoler qui va consister à porter soi-même l'avant-pied en supination, comme ceci, et demander le même mouvement de flexion dorsale. Allez-y. Et là, ça permet d'une part une meilleure mise en évidence du tibial antérieur et en plus de, on va dire, d'annihiler la mise en tension de certains autres et donc vraiment de pouvoir l'isoler. Et là, ce qui est très important, c'est bien sûr, au-delà de l'aspect très visible du tibial antérieur, c'est de cheminer le plus possible jusqu'à ce qu'on sente vraiment son insertion et son insertion justement à la jonction C1-M1 et une bonne palpation doit pouvoir permettre de retrouver justement presque l'interligne C1-M1 complètement en médial. On doit pouvoir sentir justement une petite concavité représentant régulièrement donc l'articulation C1-M1. Voilà. On va passer à la mise en évidence des muscles fibulaires. Pour le court fibulaire, on va demander une abduction donc du pied à son patient. Allez-y. Contre laquelle on va résister ensuite. Okay, rien que cette abduction permet effectivement de mettre en tension déjà le court fibulaire. On va donc y résister ensuite et on va pouvoir le palper très facilement de la styloïde, donc de la styloïde du 5 à son insertion
et à ce niveau-là, sur son trajet anté et sous-malléolaire. Okay, on va sentir dans la partie sous-malléolaire justement deux tendons cette fois-ci. À ce niveau-là, on doit être capable de sentir le court fibulaire en avant du long fibulaire. Okay, dans la gouttière rétromalléolaire, difficile de distinguer les deux, sachant que le court fibulaire est plus latéral que le long fibulaire, et donc c'est plutôt le court fibulaire qu'on va pouvoir sentir ici en rétromalléolaire. Pour tenter d'isoler le long fibulaire, on va faire appel à une autre de ces fonctions qui est plutôt la pronation. Pour ce faire, on va d'abord placer au préalable l'avant-pied en supination et demander à son patient de réaliser un mouvement de pronation à partir d'une supination de l'avant-pied. Et on va essayer de résister à ce mouvement-là. Hop, comme ceci. Et là, on voit que comparativement à tout à l'heure, n'hésitez pas à bien forcer, on n'a plus la mise en tension du court fibulaire, elle est quasiment absente. Et en revanche, on voit effectivement isolément, on voit qu'en rétromalléolaire, les choses se tendent de façon différente. Et c'est le long fibulaire que l'on sent parfaitement jusqu'à ici en sous-malléolaire et en rétromalléolaire avant qu'il ne plonge à ce niveau-là dans la gouttière du cuboïde, l'emmenant sur son insertion, jusqu'à son insertion distale. Voilà. Donc c'est la mise, c'est la pronation contre-résistance qui peut permettre d'isoler le long fibulaire du court fibulaire. On va revoir qu'en repassant à de l'abduction contre-résistée, c'est le court fibulaire qui va être mis en tension à ce niveau-là. On reprend par de la pronation, voilà. On sent à chaque fois le long et par l'abduction, le court. Cette dissociation, elle n'est pas toujours évidente à faire, mais il faut tenter de la faire en reprenant encore une fois de la supination vers la pronation en y résistant. Voilà. Et on voit effectivement à ce niveau-là le long fibulaire qui est bien plus mis en tension que le court fibulaire par un mouvement de pronation. On va sentir la corde interne de l'aponévrose, okay, la corde interne de l'aponévrose, à partir d'à peu près 1 cm en arrière de la première tête. Et on doit aller chercher, on va dire, la zone d'anthésopathie, qui est une zone un petit peu étendue de quelques centimètres, qui correspond justement à l'aspect avoisinant de l'anthèse de l'aponévrose plantaire. Et ce qu'il faut essayer systématiquement, c'est d'aller chercher le point le plus bas de cette aponévrose. Pour retrouver ce point le plus bas quand on a affaire à un pied qui est un peu moins facile à palper, un peu plus en chair, eh bien, il y a une notion de repère osseux comme souvent, c'est qu'on va projeter cette fois-ci la pointe de la malle interne verticalement ou horizontalement, selon comment on est positionné, horizontalement en plantaire, et on va tomber sur la zone d'anthèse. Donc systématiquement, cheminer le long de l'aponévrose pour voir où on peut la sentir le plus proche du calcanéum possible, ok. Et si on a du mal à sentir quoi que ce soit, on va projeter la pointe de la malléole en plantaire à ce niveau-là. Si on demeure dans l'incertitude, des simples mouvements de flexion dorsale, flexion plantaire des métatarsophlangiennes permettent de mettre en tension l'aponévrose, et on sent donc sous son doigt un petit tissu se soulever, et c'est donc l'insertion, la zone avoisinante, l'insertion de l'aponévrose plantaire. Ensuite, on va passer très simplement au tendon d'Achille, qui est très facilement repérable face postérieure de cheville, avec, on va dire, 2 points gâchettes importants. On pince très légèrement le tendon d'Achille en descendant vers le calcanéum, et au moment où on va dire qu'on a l'impression que sa base s'élargit nettement, on est à, on va dire, à virtuellement une jonction os-tendon. Il faut savoir que le tendon d'Achille s'insère face postérieure du calcanéum, s'enroulant avec des fibres un petit peu s'enroulant autour de la face postérieure, et donc permet une bonne accroche. Et cette jonction os-tendon peut être justement régulièrement source de pathologies, d'anthésopathie achilléenne, qui peuvent même irradier face postérieure, et dans des rares cas, et dans quelques cas, sur les faces médiales et latérales du calcanéum. Mais un des points gâchettes systématiques, c'est vraiment la zone d'anthèse. C'est un point gâchette et un endroit d'anthésopathie qui n'est pas le plus fréquent, loin de là. Le plus fréquent de la tendinopathie d'Achille, c'est vraiment sur le corps du tendon, où on va retrouver 2 travers de doigts au-dessus de cette anthèse, une zone qui est décrite anatomiquement comme un peu moins bien vascularisée, et donc étant un peu moins bien vascularisée, étant plus source de tendinopathie que les autres zones du tendon. Et donc c'est ici, à ce niveau-là,
deux travers de doigts au-dessus de l'insertion qu'on va régulièrement retrouver des tendinopathies d'Achille. Celles-ci sont bien plus fréquentes que les anthésopathies.